5 actifs. Pas 5 actifs qui s'effondrent brièvement, pas 5 actifs qui faiblissent. 5 actifs qui tombent à zéro absolu. L'anéantissement du pouvoir d'achat pendant un crash économique. Et au moins 2 d'entre eux se trouvent en ce moment même dans votre portefeuille. Voici ce que tout le monde comprend de travers. Ils pensent qu'un crack signifie que les actions chutent de 30%, qu'on tient bon, et que tout remonte. C'est une récession. C'est un mauvais trimestre. Ce dont je parle est un véritable crack. Le genre de crack qui réécrit les règles de l'argent du jour au lendemain. L'Argentine en 2001, la Grèce en 2010, le Liban en 2019, Weimar en 1923. Le genre de situation où votre compte bancaire affiche toujours le même chiffre, mais où ce chiffre ne peut même plus vous acheter un sandwich. La plupart des conseils financiers vous suggèrent de diversifier à travers les classes d'actifs et de laisser passer la tempête. Ce conseil est destiné aux ralentissements normaux. Dans un véritable effondrement, il vous ruinera car certains actifs ne perdent pas seulement de la valeur. Ils deviennent radioactifs. Et le temps que vous réalisiez que vous en détenez un, la porte de sortie est déjà soudée. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quels sont les 5 actifs qui s'évaporent lors d'un véritable crash économique. Et vous connaîtrez les autopsies historiques qui le prouvent. Les biens de consommation de luxe. Vos montres de créateur, votre SUV à 90 000 $, votre bateau, votre collection de baskets rares rangées dans un placard climatisé. Ces objets donnent une impression de richesse. Ils ont l'air de la richesse. Mais lors d'un crash économique, ils deviennent des ancres qui vous tirent vers le fond. En voici la raison. Les produits de luxe tirent leur valeur de 2 choses, le revenu disponible et les signaux de statut. Les deux se volatilisent au moment où une véritable crise frappe. Quand les gens ont peur, vraiment peur, ils n'achètent pas de Rolex, ils achètent du riz. Pensez à Buenos Aires en décembre 2001, quand l'Argentine venait de faire défaut sur 93 milliards de dollars de dette souveraine, le plus grand défaut de l'histoire à l'époque. Le peso, qui avait été lié au dollar américain à 1 pour 1 pendant une décennie, s'est effondré du jour au lendemain. Les banques ont gelé les comptes. Les citoyens ne pouvaient pas retirer leurs propres économies. Le taux de chômage a grimpé à 25%. Imaginez maintenant le marché des voitures d'occasion. Avant la crise, une BMW série 5 de 3 ans conservait environ 60% de sa valeur d'origine à Buenos Aires. Une dépréciation normale. Dans les 6 mois suivant le crack, cette même voiture se vendait pour 15 à 20 cents par dollar, à condition de trouver un acheteur. Et voici le goût amer. Vous ne pouviez pas la vendre contre des pesos, car personne ne voulait de pesos. Vous ne pouviez pas la vendre contre des dollars, car personne n'avait de dollars. La voiture restait simplement dans l'allée et perdait de la valeur, tout en coûtant des frais d'assurance et des taxes que vous ne pouviez plus payer, pendant que votre voisin qui possédait une boulangerie échangeait du pain contre des soins médicaux. La crise financière de 2008 a montré le même schéma aux États-Unis. Le McKinsey Global Institute a étudié les comportements de consommation dans 15 pays pendant le ralentissement. Les dépenses en produits de luxe ont chuté de 15 à 35% selon les marchés. Mais voici ce que les données globales cachent. Le marché de la revente a chuté encore plus lourdement. Les montres haut de gamme ont perdu 40 à 60% de leur valeur sur le marché secondaire en 18 mois. Les véhicules de luxe se sont dépréciés 2 fois plus vite que d'habitude. Les bateaux étaient pratiquement invendables. Des exploitants de marina dans toute la Floride ont signalé des navires abandonnés parce que les propriétaires ne pouvaient plus payer les frais d'amarrage et ne trouvaient pas d'acheteurs, quel que soit le prix. Le mécanisme est brutal et simple. Dans un crack, le bassin d'acheteurs pour les produits de luxe se réduit à presque zéro. Quiconque achèterait votre Patek Philippe est également en train de liquider la sienne. L'offre inonde le marché, la demande disparaît. Et contrairement à l'or ou à une terre productive, une montre de luxe ne génère pas de revenus, ne produit pas de nourriture et n'a aucune utilité intrinsèque au-delà de donner l'heure, ce que votre téléphone fait gratuitement. Pendant l'hyperinflation de Weimar, Adam Ferguson a documenté des familles vendant des pianos à queue, des manteaux de fourrure et des meubles anciens pour les besoins alimentaires d'une seule semaine. Des objets qui avaient été des héritages familiaux sur des générations ont été échangés contre des pommes de terre, non pas parce que les objets manquaient de savoir-faire ou de beauté,
mais parce que la beauté ne nourrit pas les enfants. C'est la vérité brutale sur les biens de consommation de luxe. Ils sont de la consommation déguisée en investissement. Et dans un crack, le déguisement tombe. Les obligations d'État. Le fondement des portefeuilles conservateurs, l'actif dans lequel votre fonds de pension est actuellement surpondéré. La chose que votre conseiller financier appelle l'actif sans risque. Voici le problème. L'actif sans risque n'existe pas. Le terme est un slogan marketing inventé par une industrie qui profite de votre confiance. Une obligation d'État est un prêt que vous accordez à l'État. Vous donnez 1 000 $ à l'État aujourd'hui et il promet de vous rembourser 1 000 $ plus les intérêts sur 10, 20 ou 30 ans. Cela semble sûr. Mais le remboursement se fait dans la propre monnaie de l'État. Et si cette monnaie perd son pouvoir d'achat à cause de l'inflation, de la dévaluation ou d'un effondrement total, votre obligation sécurisée devient un reçu pour du papier sans valeur. Laissez-moi vous montrer comment cela se passe en pratique. La Grèce 2012. Les obligations d'État grec ont subi ce qu'on appelle une restructuration. En réalité, c'était une décote forcée. Les détenteurs d'obligations privées, les fonds de pension, les retraités et les petits investisseurs ont perdu du jour au lendemain 53,5% de la valeur nominale de leurs obligations. Pas progressivement, pas sur des décennies. Une seule annonce a anéanti plus de la moitié de leur investissement. Les citoyens grecs, à qui l'on avait dit toute leur vie que les obligations d'État étaient l'endroit le plus sûr pour leur patrimoine, ont dû regarder leur épargne retraite être divisée par 2 par décret. Mais la Grèce était une restructuration formelle. La méthode la plus courante et la plus insidieuse est le défaut silencieux. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale et ce qui se passe à nouveau silencieusement en ce moment. Après 1945, la dette américaine par rapport au PIB a atteint 119%. Le gouvernement n'a pas arrêté les paiements. Il n'a pas augmenté les impôts suffisamment pour rembourser la dette. Au lieu de cela, il a maintenu les taux d'intérêt en dessous du taux d'inflation pendant plus d'une décennie. Si vous aviez acheté une obligation d'État à 10 ans en 1945 avec un rendement de 2,5% et que l'inflation était en moyenne de 6% par an, vous perdiez 3,5% de votre pouvoir d'achat chaque année. Après une décennie, votre obligation sûre avait perdu environ un tiers de sa valeur réelle. L'État vous a remboursé chaque centime dû. Seulement, cet argent ne pouvait plus acheter ce qu'il achetait auparavant. C'est la répression financière, et c'est le scénario standard pour chaque gouvernement endetté de l'histoire. L'effondrement des obligations en Argentine en 2001 a anéanti 22 milliards de patrimoine des créanciers obligataires. Le défaut de la Russie, en 1998, a effacé tout le marché obligataire domestique du pays en une seule semaine. Les obligations du Venezuela sont devenues sans valeur quand le bolivar s'est désintégré. Dans chaque cas, les personnes qui détenaient de la dette publique sûre ont été les premières victimes. Voici le schéma. Les gouvernements émettent des obligations pour financer des dépenses qu'ils ne peuvent pas se permettre par l'impôt. Quand la dette devient insupportable, ils ont 3 options. Un défaut explicite, une restructuration de la dette ou gonfler la monnaie pour que la dette diminue en valeur réelle. Les 3 options détruisent le détenteur d'obligations. La seule question est la vitesse, rapide et visible, ou lente et invisible. Les obligations à long terme sont particulièrement mortelles parce qu'elles vous emprisonnent. Si vous détenez une obligation à 30 ans et que l'inflation explose, vous êtes piégé. Vous recevez des paiements fixes dans une monnaie qui achète moins chaque mois. Vous pouvez vendre l'obligation sur le marché secondaire, mais son prix s'est déjà effondré parce que personne ne veut acheter un instrument à taux fixe dans un environnement inflationniste. L'actif sans risque est un piège. Il est sans risque pour l'État. Pour vous, c'est une machine à extraire le patrimoine au ralenti. Le cash. Ce qu'il y a sur votre compte d'épargne, ce qu'il y a sous votre matelas, la chose dont vos grands-parents disaient qu'il fallait toujours en avoir assez. Le cash est roi, jusqu'à ce que le royaume s'effondre. Dans une économie normale, il est prudent de détenir du cash. Cela vous donne des liquidités. Cela vous donne des options. Mais dans un véritable krach économique qui implique une dévaluation monétaire ou une hyperinflation, le cash ne se contente pas de mal performer, il s'évapore. Beyrouth, octobre 2019.
La livre libanaise était ancrée à 1507 pour $1 depuis 1997. 22 ans de stabilité apparente. Les citoyens libanais avaient confiance en cet ancrage. Ils gardaient leur épargne en livres. Ils déposaient les revenus de toute une vie dans les banques libanaises. Puis l'ancrage a rompu. En 2021, le taux au marché noir atteint 15 000 pour $1. En 2023, il a dépassé les 89 000. Une famille avec 150 millions de livres d'épargne, ce qui correspondait à environ 100 000 $ à l'ancien taux, ne possédait plus que l'équivalent de 1 685 $. Le même chiffre sur le compte. 98,3% du pouvoir d'achat envolé. Pas investi dans une mauvaise action, pas perdu au jeu, mais simplement laissé sur un compte d'épargne en faisant exactement ce qu'on leur avait vendu comme étant sûr. Le mécanisme est toujours le même. Le cash est une créance sur le pouvoir d'achat futur, libellée dans une monnaie spécifique. Si cette monnaie s'effondre, la créance devient dénuée de sens. Vous détenez un ticket pour un spectacle qui a été annulé. Pendant l'hyperinflation de Weimar, les travailleurs étaient payés 2 fois par jour. Non pas parce que leurs employeurs étaient généreux, mais parce que leur salaire du matin n'avait plus de valeur l'après-midi. Un travailleur qui recevait 1 million de marks à midi ne pouvait plus s'acheter de pain pour le dîner. Ferguson décrit des femmes qui se précipitaient hors des usines vers les magasins pendant les pauses déjeuner, sprintant pour convertir du papier en n'importe quoi de tangible avant la prochaine mise à jour des prix. Venezuela, 2018. Le bolivar a perdu 99,9% de sa valeur. Les citoyens, ayant des économies de toute une vie sur des comptes libellés en bolivar, ont été financièrement anéantis. Les données de la Réserve fédérale lors de la crise de 2008 montrent que même aux États-Unis, sans hyperinflation, l'épargne en espèces a perdu du pouvoir d'achat lorsque les taux d'intérêt réels sont devenus négatifs. Un consommateur qui détenait 100 000 $ sur un compte d'épargne de 2008 à 2015 a gagné à peine 0,5% d'intérêt, alors que l'inflation réelle rongeait 2 à 3% par an. Il a perdu environ 15 000 $ de pouvoir d'achat, alors que le solde de son compte ne bougeait pratiquement pas. Le cash n'est pas la richesse. Le cash est une représentation de la richesse, mesurée dans une unité que l'État contrôle. Et quand l'État doit financer des déficits, mener des guerres ou assurer le service de la dette, la valeur de cette unité, c'est la première chose qu'il sacrifie. Les actions de croissance spéculative, pas toutes les actions. Laissez-moi être précis. Les actions productives des entreprises, avec des revenus réels, des exportations réelles, des actifs réels, peuvent survivre à un crack et même y prospérer. Mais il existe une catégorie d'actions qui se fait absolument massacrer. Et c'est la catégorie qui a dominé les portefeuilles de 2020 à 2022. Les actions de croissance spéculative des entreprises sans bénéfices, sans dividendes, sans actifs tangibles et avec des modèles économiques qui dépendent entièrement du capital bon marché et de prévisions optimistes. Ces actions ne font pas que chuter pendant un crack, elles vont à zéro. Pendant la crise financière de 2008, les données du BLS montrent que plus de 400 entreprises cotées aux États-Unis ont fait faillite. Pas 400 petites firmes inconnues, mais de grands noms. Washington Mutual, la plus grande faillite bancaire de l'histoire des États-Unis. Lehman Brothers, 691 milliards de dollars d'actifs disparus. General Motors a eu besoin d'un plan de sauvetage du gouvernement pour éviter une liquidation totale. Les actionnaires de ces 3 entités ont été complètement expropriés. Mais 2008 était une crise du crédit. Dans une crise monétaire, la destruction est encore plus ciblée. Pendant l'effondrement argentin de 2001, la bourse de Buenos Aires a perdu plus de 60% de sa valeur en dollars en quelques mois. Des entreprises qui avaient été les chouchous des investisseurs des marchés émergents, entreprises de télécommunications, start-up technologiques, marques de consommation, ont vu le cours de leurs actions s'effondrer, non pas parce que leurs activités échouaient, mais parce que leurs revenus étaient libellés dans une monnaie qui ne fonctionnait plus. Le marché boursier grec a chuté de 92% entre son sommet de 2007 et son point bas de 2012. 22%. Un investisseur qui détenait 100 000 € d'actions grecques en 2007 n'avait plus que 8 000 € 5 ans plus tard. Et c'étaient là les survivants. Des dizaines d'entreprises grecques ont été totalement retirées de la cote.
Leurs actions ne valaient littéralement plus rien. Voici le mécanisme. Les actions spéculatives sont valorisées sur la base de bénéfices futurs qui n'existent pas encore. Dans un crack, le taux d'actualisation explose, ce qui signifie que la valeur actuelle de ces bénéfices futurs hypothétiques s'effondre. En même temps, l'accès au capital bon marché disparaît. Des entreprises qui brûlaient du cash en attendant de devenir rentables et ne peuvent soudainement plus lever de nouveaux fonds. Elles meurent. La leçon de chaque économie en crise, Grèce, Argentine, Venezuela, même les décennies perdues du Japon, est identique. Les entreprises sans bénéfices réels, sans flux de trésorerie réel et sans capacité productive réelle sont les premières à être détruites. Ce sont des châteaux bâtis sur des nuages. Quand la météo change, il n'y a plus rien dessous. L'immobilier a effet de levier. Pas l'immobilier en soi. L'immobilier productif, non grevé de dettes, dans un cadre juridique stable, peut être une réserve de valeur extraordinaire. Mais l'immobilier à effet de levier, des biens achetés avec une dette élevée dans un marché qui subit un effondrement économique, est une machine à détruire la richesse. Voici pourquoi, lorsque vous achetez une maison avec une hypothèque, la maison ne vous appartient pas. La banque possède la maison. Ce qui vous appartient, c'est l'équité. La différence entre la valeur marchande du bien et ce que vous devez. Dans un marché normal, cette équité augmente à mesure que vous remboursez le prêt et que la valeur des biens augmente. Mais dans un crack, les deux mécanismes s'inversent simultanément. La valeur des biens chute. Votre équité fond, mais pas votre mensualité hypothécaire. Vous devez le même montant à la banque, quelle que soit la valeur de la maison. Si le bien tombe en dessous de ce que vous devez, vous êtes sous l'eau. Vous devez plus que ce que vous possédez. Votre actif a une valeur négative. Aux États-Unis, les prix des logements ont chuté en moyenne de 33% au niveau national entre 2008 et 2012. Sur certains marchés comme Las Vegas, Phoenix ou certaines parties de la Floride, la baisse a dépassé les 60%. Plus de 10 millions d'Américains se sont retrouvés sous l'eau avec leur hypothèque. Entre 2007 et 2010, environ 3,8 millions de procédures de saisie ont été lancées. Des familles à qui l'on avait dit que leur maison était leur plus grand investissement ont dû la regarder devenir leur plus grand fardeau. Mais voici le détail que les données sur les dépenses de consommation du Bureau of Labor Statistics révèlent. Ce n'était pas seulement la perte de la maison, c'était la cascade. Les propriétaires qui étaient sous l'eau ne pouvaient pas vendre sans apporter du cash lors de la clôture, du cash qu'ils n'avaient pas. Ils ne pouvaient pas refinancer parce que la garantie valait moins que le prêt. Ils étaient piégés, effectuant des paiements pour un actif qui perdait de la valeur, alors que leurs revenus diminuaient parce que l'économie se contractait. Beaucoup ont cessé tout paiement, ruinant ainsi leur solvabilité pour une décennie. En Grèce, la valeur des biens immobiliers a chuté de 45% entre 2008 et 2017. Les revenus de la taxe foncière se sont effondrés. Le gouvernement a donc augmenté les impôts fonciers pour compenser, mettant ainsi sous pression des propriétaires qui perdaient déjà de l'argent avec leurs investissements. Des citoyens qui avaient se contracté des emprunts pour acheter des appartements à Athènes ont dû payer des impôts plus élevés sur des biens qui ne valaient plus que la moitié de ce qu'ils avaient payé, avec des locataires qui ne pouvaient plus payer le loyer dans une économie en plein effondrement. La crise espagnole a été encore plus violente. Entre 2007 et 2013, les prix de l'immobilier espagnol ont chuté de 37%. Plus de 500 000 familles ont perdu leur logement par saisie. Selon la loi espagnole de l'époque, la perte du logement n'éliminait pas la dette. On devait toujours la différence à la banque. Des gens se retrouvaient sans abri et endettés pour des biens qu'ils ne possédaient plus. Le mécanisme, c'est l'effet de levier. Un levier amplifie les gains à la hausse et amplifie la destruction à la baisse. Une baisse de 20% sur un bien que vous avez acheté avec 10% d'apport ne signifie pas que vous avez perdu 20%. Cela signifie que vous avez perdu 200% de votre capital. Vous n'êtes pas seulement fauché, vous êtes dans le rouge. Les terres productives et libres de dettes, en particulier les terres agricoles, ont survécu à chaque effondrement économique de l'histoire documentée. Mais l'immobilier résidentiel ou commercial, avec effet de levier dans un marché qui s'effondre, a détruit plus de richesses de la classe moyenne que presque n'importe quelle autre classe d'actifs dans l'histoire moderne. Ainsi, récapitulons.
5 actifs qui perdent tout dans un véritable crack. Premièrement, les biens de consommation de luxe, de la consommation masquée en investissement, sans acheteur quand la peur frappe. Deuxièmement, les obligations d'État à long terme en monnaie locale. L'actif sans risque sacrifié, en premier quand l'État doit survivre. Troisièmement, le cash et l'épargne assimilée, un ticket pour un spectacle que l'État peut annuler à tout moment. Quatrièmement, les actions de croissance spéculative sans bénéfice, des châteaux de nuages qui tombent les premiers et se relèvent les derniers, s'ils se relèvent. Cinquièmement, l'immobilier à effet de levier, le destructeur de richesse de la classe moyenne, qui transforme votre plus grand actif en votre plus grand fardeau dès que le marché se retourne. Chacun de ces actifs semble sûr en période faste. C'est le piège. La sécurité est une fonction de l'environnement, pas de l'actif en soi. Un gilet de sauvetage est un équipement de sécurité sur un bateau. Dans le désert, ce n'est que du lest. Maintenant, voici ce que personne ne vous dit. Nous ne sommes pas dans une période normale. La dette mondiale a dépassé les 315 billions de dollars. Les États-Unis portent à eux seuls plus de 38 billions de dollars. Les intérêts de cette dette dépassent désormais les dépenses militaires. Les signaux d'alarme qui ont précédé chaque krach dont nous avons discuté ce soir, de l'Argentine à la Grèce en passant par le Liban, s'allument dans des économies que les gens croient intouchables. La prochaine vidéo analyse les 5 actifs qui ont survécu à chaque krach depuis 1923 et le cadre d'allocation exact utilisé par les survivants. Si vous détenez l'un des 5 actifs que nous venons de voir sans avoir de contrepoids, vous devez regarder cela ensuite. Si cette histoire a changé votre vision de votre portefeuille et des dangers cachés dans votre jardin d'investissement, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous réalisons des autopsies financières pour exhumer l'histoire qu'on a tenté d'enterrer. Semons les graines d'un avenir plus sûr. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt ouvert.